Bonjour et shalom, Richard Darmon au studio Kalita pour cette nouvelle édition de notre magazine Israël au cœur du Moyen-Orient. Un sujet aujourd'hui un peu original, en diagonale, à 3 pieds si j'ose dire, où en est l'Aliyah de France et aussi les études qu'on peut faire sur l'avenir des Juifs d'Europe à l'horizon 2030 et après. Et enfin, un sujet connexe, l'évidence mal connue qui veut que des millions de personnes aujourd'hui dans le monde se rapprochent ou veulent se rapprocher du judaïsme. Alors pour en parler avec nous, à mes côtés dans le studio, Dov Maimon, Dov Shalom, et bonjour, merci d'être venu. Il semblerait que ce soit rare de votre part, en tout cas je vous remercie. Vous êtes le directeur de recherche au Jewish People Policy Institute, le JPPA, à Jérusalem, à l'université, qui est installé à l'université de Jérusalem. Vous êtes aussi l'auteur d'une étude d'il y a quelque temps portant sur le judaïsme européen en 2030, où s'esquissent divers scénarios dont vous allez nous parler pour le devenir communautaire des Juifs. Et puis par ailleurs, vous êtes un ingénieur qui a été formé au Technion de Haïfa, vous êtes diplômé de l'INSEAD en management à Fontainebleau, vous êtes professeur aux universités Ben Gurion et au Mont Scopus, et puis vous travaillez toujours sur les rapports de fond entre histoire, religion et politique, et vous avez été aussi en son temps chargé ces dernières années par le gouvernement Netanyahou d'établir un plan socio-économique qui prévoyait de gérer l'arrivée de 100 000 nouveaux immigrants de France lors des prochaines années. Alors, qu'est devenu ce plan que vous aviez déposé, le plan sur la gestion de l'Aliyah de France, qu'en fait vous avez rédigé et déposé sur le bureau du Premier ministre pour donc gérer l'Aliyah et répondre à une Aliyah en provenance de l'Hexagone qui, il faut le dire, voilà 3-4 ans, avait atteint son apogée, puisque entre 2014 et 2016, pendant l'année 2014, 2015 et 2016, c'était le pic de l'Aliyah de France, qui était effectivement, entre autres, lié à l'insécurité, à l'antisémitisme, aux attentats, aux méga-attentats terroristes. Mais est-ce que, finalement, pourquoi il n'y a pas eu de suite à ce plan ? Très bien. Alors, je vais commencer par une simple anecdote assez simple. J'étais assez récemment à un conseil des ministres où j'ai présenté l'état des lieux du peuple juif, un rapport qu'on sort, le rapport annuel du JPPI, voilà. Et on présente l'état des lieux au niveau mondial. Et à un moment, on a parlé de l'Europe. Moi, j'ai commencé par dire les choses les plus triviales. On ne voyait aucun scénario positif pour l'avenir des Juifs d'Europe, quelque chose sur lequel il n'y a même pas eu besoin de discuter au niveau de tous les ministres ou du Premier ministre, puisque tout le monde voit bien qu'on en parlera tout à l'heure peut-être. Qu'on ne voit pas de scénario à long terme. On peut voir des scénarios à court terme. Les Juifs vivent très très bien en Europe. En France, Paris, c'est la capitale mondiale de la gastronomie cachère. Il se passe des choses merveilleuses, des centres, le centre Aleph, le centre Rimurgé, il se passe des communautés, des restaurants, tout ça. Le centre culturel européen. Voilà, exactement. Il se passe des choses très intéressantes. Mais ça, c'est du court terme. On a l'habitude, c'est un feu de paille. Dans 10, 20 ans, 30 ans, de toute façon, tout ça, les Juifs vont devoir bouger. Les Juifs ne sont pas des arbres. On a aujourd'hui... Alors on enregistre ça un peu en avance, c'est tout bishvat. Voilà. Les Juifs au XIIe siècle, 90% des Juifs vivaient sous l'islam. Aujourd'hui, moins d'un demi%, parce que les Juifs vont où il y a des opportunités, où il y a de la liberté, de la méritocratie. Donc les Juifs vont bouger, c'est quelque chose d'assez évident. C'est avec le déclin de l'Europe et on peut pas. Ça ne concerne pas le peuple juif. Voilà, une immense majorité. On va avoir 3 parties. Une partie qui va faire ce que Franz Kafka appelait de l'amnésie volontaire. Ils vont oublier qu'ils sont juifs, ils vont maraniser, ils vont se cacher. Une partie vont s'enfermer dans des genres de ghettos, ce qu'on voit déjà dans le 17e. Religieux. Voilà, tout ça, ils vont s'enfermer. C'est le modèle qu'on connaît au Brésil, au Mexique, en Afrique du Sud. C'est des gens avec des chiens qui se protègent et puis ils vont être protégés. Bon, on connaît, c'est un modèle qui ne fonctionne pas trop mal. Bon, pas long terme, mais mal, mais on peut vivre comme ça. Et puis une petite partie, l'immense partie vont probablement partir vers d'autres horizons. Ça va prendre 30 ans, comme c'est parti du Maroc ou d'autres. Donc les scénarios pour l'Europe sont pas très encourageants. Mais pour revenir à votre histoire, à l'histoire de l'Aliyah, alors d'un côté on comprend bien que l'immigration c'est toujours une conjonction de facteurs répulsifs et de facteurs attractifs. Et là, on comprend bien qu'en fait, la situation devient très dure en Israël. Et donc, c'est difficile pour les gens de venir. Maintenant, quand j'étais au Conseil des ministres, bon, évidemment, le Premier ministre m'a demandé à Rav Dov, dites-moi, pourquoi les gens viennent pas ? La chute de l'Aliyah de France, maintenant. Voilà. Pourquoi les Juifs de France viennent pas ? Alors, c'était il y a quelques jours, ce Conseil des ministres. Voilà, c'était il y a quelques semaines. Et là, j'ai dit, écoutez, c'est simple. D'abord...
c'est qu'il y a un problème d'emploi. Il me dit emploi, enfin le chômage, bon. Alors je dis bon, écoutez, c'est vrai, vous avez raison, c'est plus un problème de placement, problème d'adaptation, de formation des gens, de trouver comment trouver les gens pour que les gens trouvent des emplois. Et il faut faire quelque chose. Et bon. Après, je dis mais le plus important, c'est quand même qu'on n'a jamais vu un plan d'Alia sans un plan d'accès au logement. Et là, il a regardé tous les ministres, tout le monde a compris qu'en période électorale, c'est pas le moment d'aller lancer un grand plan. Je dis donc, pour résumer, Monsieur le Premier ministre, et je l'ai dit 3 fois de suite, donc il a bien entendu, le problème c'est qu'il n'y a aucune volonté politique en Israël. Quand on dit ça au Premier ministre, c'est très clair ce que ça veut dire. Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas intéressé à faire venir l'Aliyah de France, donc tout simplement il n'y aura pas. Nous avons les moyens, nous savons exactement comment faire venir 50 000 ou 70 000 Juifs de France. Nous avons écrit des plans sur votre commande, commandés, payés par votre ministère, par votre gouvernement. Donc j'ai écrit ces plans. Maintenant on sait exactement comment le faire. On a fait des listes de tous les blocages. On sait pour chaque population, les retraités, les jeunes, les familles, les enfants, on sait quoi faire. Maintenant si vous ne voulez pas le faire, nous on pourra rien faire, quoi. Donc ça dépend de vous. Et j'ai raconté, je lui ai dit qu'il y a 288 filles converties à l'islam en France cette année. Voilà, des filles juives. On a des gens qui tous les jours on leur arrache les mezuzot et on leur met des croix gammées. Le Premier ministre et les ministres ont hurlé évidemment en entendant des choses. Comment il y a des filles qui se convertissent à l'islam? Je dis voilà, c'est le cas des lieux. Chaque fois que je me balade en France n'importe où, les gens s'accrochent à moi, ils disent Rav Dov, prends-moi avec toi. Et je leur dis non, vous allez vous rétamer parce que ça marchera pas, parce que économiquement, il n'y a pas de projet pour vous faire venir et donc ça va être très dur et si vous n'avez pas les moyens de vous en sortir déjà en France, alors ça sera encore plus dur là-bas. Donc la raison profonde, et pour le dire simplement, parce que nous on a l'habitude de définir un problème pour parler après et de penser une solution, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. Non mais alors à quoi vous attribuez ce éader, comme dirait le Maharal de Prague, cette évasion, cet anéantissement de la volonté politique concernant l'Aliyah de France? Est-ce que c'est parce qu'on a d'autres priorités ou est-ce que aussi c'est parce que c'est pas qu'on méprise, mais on veut pas en tenir compte? Oui, toutes les réponses sont bonnes. Hein. Vous savez, c'est comme dans les choix américains. Vous êtes un analyste, vous avez quand même des oui, on sait exactement. On a des analyses très fortes. Dites-le nous. Non, bon. Les causes de ce... Non, tout est vrai. Ça veut dire tout simplement, on est en période d'abord électorale depuis plus d'1 an et les hommes politiques ne font jamais rien qui dessert les intérêts de leurs électeurs. Mm-hmm. Donc faire venir les Juifs de France, ça dessert les intérêts puisqu'il y a des ressources et si on les met chez les Juifs de France, ça va pas attirer les Israéliens à voter. Quand je vois le ministre du Logement et je lui dis, on a besoin d'HLM parce qu'on a des gens qui vivent dans des cités où il y a beaucoup de populations musulmanes et qui souffrent de ça. Il me dit, d'abord, il n'y en a pas, et le jour où j'en aurai, je les donnerai à mes gens qui sont nés ici, qui ont fait l'armée ici, avant de les donner à des gens qui ne sont pas encore nés. Donc, les réponses sont bonnes. Je veux dire, je ne suis pas du tout là pour faire un réquisitoire contre le gouvernement. Je comprends très bien, parce que là, je vous ai parlé d'un tout petit sujet de notre problème, qui est l'état du peuple juif, c'est l'Europe. L'Europe, c'est pas... Vous me parlez de l'Albanie, pour nous, les juifs, c'est pas ça. L'état du peuple juif, c'est l'Iran, le Hezbollah. Une guerre avec l'Iran, c'est 200 000 morts. Une guerre avec le Hezbollah, c'est 70 000 morts. Voilà, ça, c'est les grands sujets existentiels pour le projet sioniste. L'Aliyah des Juifs de France, ils viennent pas. Alors, deuxième sujet ça change tout, c'est la démographie israélienne. Avec 180 000 naissances par an, on n'a plus besoin d'Aliyah. Troisième chose, l'Aliyah de France particulièrement, par rapport à l'Aliyah américaine ou anglaise, les Juifs sont séfarades, les Juifs sont avec une culture qu'on connaît, qui est un peu bruyante, ils sont pas adaptés à la création, à la société israélienne, ils ont pas des métiers, ils sont dans la vente, dans toutes sortes de métiers qui sont liés à la langue, qui sont pas forcément appropriés à ce dont on a besoin en Israël. On a besoin de techniciens et d'informaticiens, ils sont pas forcément là-bas. Ensuite, ils sont un peu religieux, ils sont un peu de droite. Enfin, tout ça fait qu'on n'a pas forcément besoin d'une population qui va nous casser les pieds. On a 180 000 naissances en Israël, et 180 000 naissances, et on sait que les Israéliennes veulent un 3e, voire un 4e enfant, et on sait combien va nous coûter, c'est ce que disent les gens qui travaillent avec moi dans mon centre de recherche, on sait combien ça va nous coûter si on voulait avoir le 4e enfant, ça veut dire pour arriver à 230 000 naissances par an, ça veut dire rajouter justement ce qui pourrait être l'Aliyah de France, et on aurait 95% des gens qui vont rester en Israël, puisqu'on a tous les ans 19 000 personnes qui partent, 16 000 Israéliens qui reviennent. Donc on n'a pratiquement pas de fuite des cerveaux. On a une situation où ces gens-là, ils demandent, les gens, il suffit de réduire les taxes sur les voitures de cette place, d'augmenter, de diminuer les prix des crèches, et voilà, on aura nos chiffres. Donc c'est beaucoup moins cher, beaucoup moins compliqué que de faire venir ces Français qui sont des gens très bien, mais qui de toute façon votent de toute façon Netanyahou. Donc ça sert à rien. Il répond à une blessure narcissique c'est
c'est la seule personne qui est capable de dire à Macron ces 4 vérités et qu'eux, ils souffrent tous les jours dans leur boulot face à leurs collègues de devoir avaler des couleuvres. Enfin, ils ont quelqu'un qui leur donne une caresse narcissique. Donc, rien que pour ça, c'est normal qu'on vote pour Netanyahou. Il est vraiment l'homme de la situation. Et donc, les gens votent pour une situation, quoi qu'il en soit. Donc, il va mettre ses pesetas sur d'autres populations qu'il doit conquérir, notamment les Russes. Mais l'argument démographique est essentiel. Vu sous un autre angle, le chiffre dont vous parliez de 180 000 naissances, c'est aujourd'hui, par rapport à l'ensemble du peuple juif, il semble que plus de 2 enfants sur 3 qui naissent dans le peuple juif naissent en Israël. Oui, pour le moins. Ça, c'est les chiffres, oui, bien sûr. Et puis ensuite, un enfant sur 2, un adolescent sur 2 aux États-Unis, qu'on appelle juif, n'a qu'un seul parent juif. Donc, il y a aussi des gens qui ont un lien avec Israël qui est extrêmement distant, leur lien avec le judaïsme et puis les juifs de diaspora. 60% des juifs américains n'ont tout simplement pas d'enfants, et les 40% restants ont une immense majorité se marient avec des non-juifs et leurs enfants sont pas vraiment juifs. Donc, sont pas intégrés à la communauté. Donc, on a 2 modèles en fait qui fonctionnent aujourd'hui au niveau de la pérennité du peuple juif. C'est ceux qui sont ultra-orthodoxes à l'étranger et ceux qui habitent en Israël. Ceux-là auront des petits-enfants, des arrière-petits-enfants juifs. Les autres, en tant que modèle, ça fonctionne tout simplement pas. Ça me fait penser, il y a quelques 25 ans, on avait le plaisir d'écouter les cours du Rav Léon Ashkenazi Manitou. Il avait, lui, dit, avant de nous quitter, quelques mois avant de nous quitter, que dans 25 ans, il y aura en fait 2 pôles essentiels. Il y aura Israël qui se sera renforcé et les ghettos orthodoxes d'Occident. Ça s'est trouvé vérifié, cette vision. Oui, sauf qu'aux États-Unis, c'est pas vraiment un ghetto. Ça veut dire que justement, les juifs ultra-orthodoxes s'intègrent dans le paysage américain, ils s'intègrent dans la politique. Et j'ai un gros projet sur lequel je travaille, justement, qui est l'intégration des juifs ultra-orthodoxes dans la politique américaine, dans l'administration américaine, dans les universités. On prend les meilleurs étudiants des yeshivot, on les envoie à Yale, à Harvard, Columbia, etc., en leur mettant des mentors, etc. Parce que ça, oui, on sait qu'ils sont aujourd'hui 15% de la population juive américaine, ils vont devenir 30, 40, 50% dans quelques années. Et là, on a besoin d'agir. Là, c'est vraiment un des enjeux du peuple juif, bien plus que l'Aliyah de France, qui, de toute façon, c'est tout simplement difficile d'immigrer. L'immigration est un traumatisme. Il faut venir avec une volonté de faire. Et le scénario, malheureusement, le scénario qu'on a voulu éviter, celui qui est redondant depuis 120 ans, à savoir que les plus brillants, les plus intelligents, les plus doués, les plus diplômés vont partir aux États-Unis. C'est ce qui se passe depuis 120 ans. Tous les 10-15 ans, on a une crise dans une communauté. Et le scénario, c'est le même. C'est tout simplement le même. Une grande majorité des gens ceux qui sont les plus intégrés socialement, culturellement, économiquement, vont maraniser, vont disparaître au niveau du peuple juif. Pour nous, ils sont quelque part un peu perdus. On va parler peut-être qu'il y en a tout à coup un retour. Ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. Et puis, on a une petite partie, ça veut dire ceux qui sont motivés, brillants, mais je veux dire qui sont motivés, qui sont des idéalistes, comme vous et moi et d'autres, qui sont venus il y a longtemps ici et qui sont des idéalistes, sont venus pour manger des cailloux, donc vont manger des cailloux en venant. Et ceux qui n'ont pas le choix, le dos au mur, vont venir ici, ils vont manger des cailloux parce que c'est le modèle israélien. Ça veut dire que le modèle israélien, celui qui arrive, sert de chair à canon, sert de marchepied pour la communauté qui est venue juste avant lui pour s'élever économiquement. Donc c'est le modèle classique de l'immigration, c'est pas seulement en Israël. Parmi les Juifs de France brillants, notamment dans le secteur financier, il y a ceux qui vont partir à Londres, qui vont partir en Nouvelle-Zélande, en Australie. C'est ce que j'ai dit, j'ai la première catégorie, la catégorie des gens les plus brillants. Aujourd'hui, le modèle est différent, c'est qu'on est dans un modèle, on dirait un global shtetl, un shtetl globalisé, un village juif. Alors aujourd'hui, Israël devient soit la première maison, soit la seconde maison, ça c'est pas très grave. Le modèle, si vous avez vu un de mes papiers que j'ai publié il y a 2-3 ans, très bien, que moi je trouve très bien, mais c'est normal, mais qui a été validé par une trentaine de personnes qui sont des cadras en Europe, dans une quinzaine de pays d'Europe, juifs, et qui dit qu'en fait, ils sont en vérité comme s'ils habitaient en banlieue d'Israël. Ça veut dire qu'Israël a gagné. Ouais. Aujourd'hui, le plus grand centre communautaire, c'est Tel Aviv. La plus grande synagogue, c'est le Kotel. Et eux, ils ont des vols à 100 € pour aller de Bâle, ou de Mulhouse, de Nantes, ou de Strasbourg, ou de Bordeaux. Et puis voilà, on a des vols. Et puis les gens, ils vivent normalement, ils s'intègrent pour des raisons personnelles où ils veulent vivre. Mais le centre de la vie juive, et c'est là que s'écrit l'histoire du peuple juif. Bon, je vais faire un peu de sionisme pour l'occasion. Ben voilà, l'histoire du peuple juif s'écrit ici. Donc ici vont venir ceux qui auront une motivation. Et ceux qui sont dans le big data déjà trouvent des positions ici en Israël, des postes où ils sont mieux payés qu'en France ou en Angleterre. Intéressant. D'ailleurs, dans votre étude
en fait, il y a quelques années, je crois, sur le judaïsme européen en 2030. Il y a quelques années, c'était à 15 ans, c'était donc horizon 15 ans, maintenant c'est horizon 10 ans. Il y a d'autres études aussi qui ont été faites, démographiques, avec des hypothèses variables, selon 2 critères, la situation économique, la situation sécuritaire dans le monde, qui poussera ou non les Juifs à rester ou moins rester, ou encore moins rester dans les pays où ils sont. En fait, dans cette étude à vous, dans votre étude, elle ne concerne pas simplement l'alia potentiel des Juifs des pays européens, mais aussi le paysage communautaire. Alors qu'est-ce que c'est l'horizon 2030 ? 2030 aujourd'hui, c'est dans 10 ans. Est-ce que l'Europe va se vider de ses Juifs, comme vous le disiez, ou il va y avoir quand même un Jewish revival ? Je me souviens à ce propos d'une enquête qui avait été publiée, un article qui avait été publié en 2013, donc ça fait maintenant 7 ans, dans le site Mosaïque par Michel Gurfinkel, qui est un journaliste géopoliticien, et qui s'intitulait, si je ne me trompe pas, You Only Live Twice. On ne peut vivre que 2 fois, ce qui est bizarre, parce qu'en principe, c'est les chats qui ont cette vie, mais là, les humains auraient 2 vies. En fait, il faisait allusion au fait qu'il y a eu un premier Jewish Revival après la Shoah, et qu'aujourd'hui, il y a une chance encore qui est donnée au peuple juif de quitter le vieux continent, qui était quand même la terre des cimetières, il y a 70 ans. Et en fait, cette chance, il faut la saisir, parce qu'après, il n'y en aura plus. Alors, quel est votre diagnostic sur l'état qu'on peut deviner du judaïsme européen dans 10 ans ? Alors, je veux parler maintenant en statisticien, d'accord ? Des choses très simples. Celles que j'ai présentées au Conseil des ministres notamment, mais aussi au Conseil de l'Europe et devant les responsables européens, avec toute la politesse, de la même manière qu'on peut dire des choses très polies. Déférence. Voilà, déférence. Je peux dire au Premier ministre, monsieur, vous n'avez pas de volonté politique, c'est pour ça que les Juifs ne viennent pas, en me basant sur des actes, des choses très claires. De la même manière, je vais au Conseil de l'Europe et devant les politiciens, je leur dis, écoutez, nous avons trouvé, et c'est pas mon avis, c'est simplement des statistiques, que l'indicateur prédictif de l'avenir des communautés juives en Europe est le pourcentage de musulmans. Pour 3 raisons. C'est que quand il y a beaucoup de musulmans, la violence envers les juifs est faite par des musulmans. On a des preuves, 90, voilà, ça dépend des pays, mais disons c'est entre 60 et 90%. Ensuite, la gauche, l'extrême gauche vont courtiser les musulmans parce qu'ils ont envie d'avoir leur vote. Donc ils vont soit faire semblant de ne pas voir l'antisémitisme, soit ils vont critiquer Israël extrêmement durement. Donc encore une fois, les Juifs comprennent bien que c'est pas bon pour eux. Et troisièmement, dans la vague anti-musulmane de l'extrême droite, les Juifs vont être un dégât collatéral. Quand on va interdire les transferts de fonds publics pour les communautés juives, or les communautés juives, que ce soit le CRI, le Fonds social ou le consistoire en France ou dans les autres pays, etc., 80%, voire parfois 90% de leur argent vient des fonds publics, d'accord, que ce soit national, local ou municipal ou régional. Donc il y a beaucoup d'argent public. Et quand on va interdire les transferts de fonds, comme le demande Marine Le Pen, de fonds publics pour les communautés. Donc, les musulmans, finalement, le pourcentage de musulmans, ça, c'est quelque chose qu'on ne change pas. Vous comprenez bien que la démographie, c'est la clé de l'avenir, dans la mesure où on peut difficilement changer le pourcentage de musulmans qu'on va avoir en France, ou en Allemagne, ou en Angleterre. Donc, on ne peut pas tellement jouer sur ça, et c'est pour ça qu'on est assez sûr de nos scénarios. Mais non, on n'est pas prophète, ni fils de prophète. On pense on espère toujours qu'il va changer des choses. Mais, alors, qu'est-ce qu'on voit comme scénario pour l'Europe ? Pour les Juifs d'Europe, ce qu'on voit surtout dans toute la diaspora, c'est une polarisation. Alors qu'en Israël, les religieux deviennent moins religieux et les laïcs deviennent plus traditionnalistes. On a un rassemblement au centre, qui est une bonne chose pour la cohésion sociale du pays. Une synergie vers le milieu. Voilà, vers le milieu. Ce qu'on voit aux États-Unis et en Europe, c'est une perte du centre. Ça veut dire qu'on va avoir un petit noyau qui va se radicaliser au niveau religieux, qui va devenir très fort et très fermé sur lui-même, dans l'entre-soi, etc., et une immense majorité qui, elle, ne peut pas entendre ce discours qu'elle sent comme hétérocentriste, voire raciste, insupportable, etc., et qui, elle, va se désolidariser, décommunautariser. Donc on voit ces 2 phénomènes-là, et ça, c'est un phénomène aussi qui n'est pas tellement souhaitable, évidemment. Donc après, donc ça aussi, c'est des signes aussi d'une communauté qui veut... Mais le noyau, la stratégie de choisir plutôt le groupe de gens bien engagés, c'est justement quand on a un environnement hostile, et c'est une stratégie
qu'on comprend tout à fait. Je veux dire, je serais la dernière personne à ne pas encourager parfois ce genre de choses, même si je pense qu'il faut élargir l'offre. Et je salue les organisations de juifs orthodoxes, modernes orthodoxes, qui vont ouvrir des centres à Paris, et des gens très bien qui vont s'installer, qui vont venir de New York pour s'installer à Paris, essayer d'ouvrir des communautés orthodoxes avec des femmes rabbins orthodoxes dans le strict respect du Shulchan Aruch, et qui vont peut-être ouvrir des portes à des gens qui ne trouvaient pas leur place aujourd'hui. Évidemment, je considère que l'ultra-orthodoxie serait évidemment le meilleure solution, mais comme tout le monde ne peut pas avoir des Rolls-Royce, je dirais, donc il y a aussi des gens qui ont besoin de 2 chevaux et des 4x4, donc on va leur choisir. Donc il y a des gens qui veulent un judaïsme non totalisant, qui veulent un judaïsme ouvert sur le monde, qui veulent vivre en Europe, je les comprends très bien, parce qu'Israël, c'est quand même un peu le Bronx, et un ghetto comme ça. Alors, bon, ces gens veulent vivre là-bas, mais l'important pour nous, c'est qu'ils aient un lien fort avec Israël, qu'ils aient un appartement en Israël, et qu'ils aient un lien avec Israël, que ce soit leur première maison, leur seconde maison, et voilà, le monde juif globalisé. Pour nous, l'Europe, c'est le hinterland, ça veut dire c'est l'arrière-pays. Vous voyez, on a besoin de relais pour que quand je vais à Cracovie, il y a toujours un minyan pour moi, je peux manger cachère, c'est jamais les mêmes juifs, tous les jours, c'est des autres juifs, parce qu'ils changent, c'est les touristes, c'est les businessmen, c'est les étudiants. Donc on a un nouveau modèle extrêmement intéressant. Israël le monde juif devient extrêmement, en tout cas en Europe, extrêmement israélo-centré, et on a une émergence d'un nouveau judaïsme non totalisant en Europe. C'est ça, il y aura donc un paysage communautaire très changeant de celui qu'on connaît aujourd'hui, ou qu'on a connu il y a 10 ans. Ce ne sera pas la même communauté juive de France du tout. On a encore beaucoup de gens en France qui maranisent, hein, faut bien savoir. J'ai un ami à moi qui a fait le Ternion avec moi, qui est venu de France avec moi, qui a fait l'armée avec moi en Israël et qui habite aujourd'hui à Montélimar. Et je lui dis, mais alors comment ça se passe quand tu parles? À part de manger du nougat, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, et ben il me dit, je ne parle jamais de ma période israélienne parce que dès que j'en parle, ça crée du malaise autour de moi. Vous voyez, s'il y a les homosexuels qui font leur coming out, lui il fait du hidden in. Vous voyez, il maranise, il préfère ne pas en parler parce que ça crée du malaise. Et ça, on a énormément de gens, que ce soit dans les universités, on a vu les chiffres de l'antisémitisme, 90% des jeunes juifs dans les universités ont rencontré personnellement un cas d'antisémitisme. Donc les choses on voit pas tellement de scénarios positifs, mais ça veut pas dire qu'on vit pas très très bien à Paris. J'étais il y a 2 semaines à Paris, je retourne dans 10 jours. Il y a des choses merveilleuses, il se passe des choses, mais une intensité d'une vie juive exceptionnelle, mais on est dans la marge et l'histoire s'écrit pas là-bas, quoi. Alors on va voir un autre extrait visuel sur un projet qui vient de démarrer, mais qui est lié pas simplement à vos propres projets, mais à votre manière de voir, de prendre la photographie, le pouls du monde juif, aussi bien en Israël que évidemment partout dans le monde. On va regarder ce document et je reviendrai vers vous. Est-ce que vous avez dans votre famille ou dans des amis éloignés un cousin, un neveu, quelqu'un qui est jamais venu en Israël ou très peu, qui connaît pas très bien? Si oui, alors on a la chance de pouvoir leur faire découvrir ce pays. Pas forcément pour qu'ils fassent leur aliyah, mais pour qu'ils soient plus proches, pour qu'ils aient une connexion. Alors vous et moi, on a cette chance d'habiter là et de connaître bien notre pays, mais il y en a qui sont dispersés et qui n'ont pas eu cette rencontre d'amoureux qu'on a avec sa terre. Alors laissez-nous un nom, un numéro de téléphone, et on va les contacter, comme ça ils pourront faire ce voyage extraordinaire qui peut-être va changer leur vie et même peut-être la vôtre. Dov, application concrète d'une partie de toutes vos réflexions qui sont très, très vastes et englobantes. Vous faites état souvent du fait qu'il y a dans le monde entier, pas seulement des milliers, des centaines de milliers, mais des millions de personnes qui veulent aujourd'hui, partout dans le monde, pas simplement donc en Europe, se rapprocher du judaïsme. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce projet qui vient de sortir sur Internet, qui a un site qui repose d'ailleurs sur du bénévolat, qui s'appelle Reconnexion, pour aider à reconnecter au judaïsme par l'intermédiaire de proches, des gens qui sont totalement éloignés, dont vous venez de parler. Voilà, donc c'est un phénomène exceptionnel. Évidemment, ça fait partie du miracle de ce qui s'est passé, parce qu'évidemment en 1942 les gens ne faisaient pas la queue pour avoir une étoile jaune, hein, à Paris. C'était pas comme ça que les gens faisaient. Donc on a bien compris qu'il s'est passé quelque chose. Qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé 2 grands phénomènes: un judaïsme américain passionnant, passionné, diversifié, qui fait des choses incroyables, et puis l'État d'Israël. Donc entre les deux, qui fait que justement on est dans une nouvelle donne. Et là, tout à coup, donc je suis responsable d'un projet dont m'a chargé Bougie Herzog, le patron de l'agence juive, m'occuper de construire une stratégie par rapport à ces millions de personnes.
Donc évidemment, il y a plusieurs cercles. Il y a ceux qui sont de la 3e génération, ceux dont parle le projet Connexion. Ceux qui ont disparu, voilà. disons. Voilà, ceux qui sont simplement, ils sont 3e, 4e génération, ils sont pas loin du tout, ceux-là, c'est très proche. Et puis il y a ceux qui sont de 16 générations, les descendants de Maran. Il m'arrive une fois d'être en Calabre, et là j'ai vu débarquer des dizaines et des centaines de personnes venues de Sicile, et là qui ont tous commencé à pleurer pendant 25 ans. Moi j'arrivais d'Israël, envoyé par les 2 grands rabbins d'Israël, avec 2 Sefer Torah, avec un minyan de Napoli, et on est arrivé, et je leur ai raconté, vous êtes les descendants, j'envoie le message des grands rabbins d'Israël, vous êtes les descendants des héros du peuple juif qui ont refusé d'abandonner leur foi, et nous voulons vous accueillir, mais sachez que ça va être très très difficile pour vous. L'immense majorité des gens qui sont là vont probablement tomber en chemin, etc. Bon, en Italie, on parle de 200-300 000 personnes, par exemple. Ça veut dire que pour vous dire quelque chose de simple, en Italie, il y a quelque chose d'assez intéressant, il y a un truc qui s'appelle non e permile. Ça veut dire qu'on peut donner 8 ou 9% de ses impôts, on peut les dédier à une cause religieuse. Eh ben, en Italie, on a quand même 5-8 000 juifs, eh ben, on a 80 000 personnes qui donnent à la communauté juive. Donc, est-ce que ce ne serait pas justement parmi ces 200-300 ? Et quand on demande aux Italiens combien il y a de juifs dans votre pays, ils disent 300 000. Et ces gens-là, et les gens venaient tous de tous ces villages, je me disais, pourquoi vous ne faites pas votre coming out ? Pourquoi vous ne dites pas dans votre village ? Ils me disaient, parce que vergogna, c'est la honte. Donc il me disait, on a honte, c'est honteux de dire qu'on est juif, donc il le cachait. Bon, maintenant, donc on a ce phénomène-là. Maintenant, il y a des pays comme en Colombie, on a eu 4 000 juifs officiels, et on a 30 000 nouveaux juifs, c'est-à-dire des descendants de marins qui respectent le Shulchan Aruch d'un bout à l'autre, qui sont des juifs orthodoxes de type chasse. Alors donc vous voyez des juifs complètement orthodoxes. Donc et au Brésil, c'est encore plus grave. Et c'est la raison pour laquelle l'agent juif tout à coup... Quel chiffre au Brésil ? C'est entre 7 et 12 millions, donc il s'agit de grandes quantités, donc on a un peu un problème. La communauté juive du Brésil, c'est pas le même niveau socio-économique. Vous connaissez les centres de Sao Paulo, les centres communautaires de Sao Paulo, il y a 7 piscines dans leur country club. Bon, enfin, il s'agit de gens très, très, très aisés, très bien protégés, et à côté de ça, on a des tribus moitié indiennes. Certains sont des descendants de Maran, certains sont eux-mêmes... J'ai des listes de 33 communautés au Brésil, j'ai les listes des communautés, les noms, etc. On commence à travailler on fait un travail de terrain pour une cartographie, pour essayer de penser une stratégie, et on ne sait pas trop quoi faire. Mais j'ai aussi des millions en Afrique, et bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va les accueillir? Quel doit être le nouveau... Les gatekeepers, qui doivent être les nouveaux gardiens des portes. Comment on va faire pour savoir qui rentre, qui rentre pas? Les critères on doit faire des critères, on doit établir de nouveaux critères. Ça ne peut pas être que halakha, parce que les Éthiopiens ne rentraient pas dans la halakha, les Ménachés ne rentraient pas. Donc on a eu pour l'instant une politique complètement non rationnelle en Israël, qui était liée à des lobbies, etc. Et on peut plus continuer comme ça, il faut penser. Alors ça se traduit tout simplement par des communautés qui veulent adhérer à la communauté locale. Il y a une communauté, la première communauté des nouveaux juifs là, qui vient d'être acceptée au Brésil, dans la communauté comme le Fonds social local au Brésil. Dans d'autres communautés, ils savent pas quoi faire, ils sont complètement parés. L'agent juif ne sait pas quoi faire avec les gens qui viennent dans Taglit, dans Massa, dans tous ces programmes en disant. Et puis évidemment pour l'Aliyah, on sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire avec si on a et si tout à coup vous convertissez. Un jour j'ai fait un film avec un rabbin du Cameroun comme ça, qui s'appelle l'Olivier Franc, parce que justement je lui citais l'épître aux Romains en disant là-bas, il y a l'arbre olivier franc, un olivier qui n'a pas été greffé, vous êtes la greffe. Et je lui dis en gros ce que tu expliques, Serge Etele, il s'appelle. Je lui dis Serge, ce que tu expliques là, je lui dis que tu dis pourquoi être dans la greffe si je peux être directement associé à l'arbre, l'olivier franc. Donc je veux me convertir et créer. Bon, maintenant, si vous donnez les possibilités de convertir à ces gens-là et qui vous convertissent 500 000 personnes, qu'est-ce qu'on va faire, nous, exactement? Est-ce qu'on a une capacité d'adapter ou on va mettre ces gens? Alors, je reconnaîtrai, pour finir, avant que je vous laisse la parole, il y a 10 millions de personnes qui ont quitté la Syrie, ça fait de la place. Donc, c'est vrai qu'on peut aussi penser... Donc, il y a plusieurs centaines de millions de personnes dans ce cas-là Non, on fait une grosse différence entre 7 millions de juifs en Israël, encore 8 millions en diaspora, ça c'est ce qu'on a l'habitude de compter. Voilà, après les chiffres, chacun... suivant les définitions qu'on a, on va en avoir plus ou moins. Ensuite, on a encore 7 millions ou 10 millions de gens qui sont les 3e, 4e génération. On a encore 15 millions qui sont les descendants de Maran. On a encore ceux qui sont les nouvelles tribus perdues, les 10 tribus perdues. Donc là aussi, c'est Indiana Jones, les gens qui arrivent avec des histoires incroyables. C'est des dizaines de millions de personnes. Et les descendants à l'époque de l'Empire romain, on était 10% de l'Empire romain. Et cependant, depuis que l'empereur
Constantin s'est converti au IVe siècle, on a fermé les ports de la conversion, parce qu'à l'époque des Hashmonaïm, à l'époque de Hanouka, on a fait des conversions des Iduméens en leur disant c'est soit la vie, soit tu te convertis, soit on te coupe la tête. Donc on a eu des méthodes, on a eu des périodes moins prosélytes. Voilà, un peu de djihad, vous voyez, peu de djihad comme ça. Donc on a eu des périodes où on avait les moyens, comme disait Yosef Chaim Brenner, les Juifs, quand ils sont des eunuques, on ne peut pas leur demander s'ils sont vraiment tolérants, parce qu'en fait, ils n'ont aucun moyen, ils sont impuissants, donc ils n'ont aucune possibilité d'agir. Tout à coup, le peuple juif se retrouve dans une situation qui était un peu comme à l'époque, ou peut-être mieux, puisqu'on a une période formidable où le peuple juif n'a jamais aussi bien porté, jamais on a eu autant d'argent, d'influence, de gens qui étudient la Torah, 200 000 personnes qui étudient le Daf Yomi. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une révolution dans le peuple. 100 000 personnes en Israël qui étudient la Torah du jour et nuit, donc qui font ça à plein temps. Donc on a une révolution qu'on n'a jamais vue. Et c'est comme disait le ministre Rafi Peretz au Conseil de ministres, il a dit « Mais monsieur le Premier ministre, vous comprenez, on est en train de vivre au temps messianique. En fait, quand la majorité des Juifs revient d'Israël, c'est la présence divine qui revient. Vous comprenez, c'est la Shechida. Donc c'est évident que la diaspora va disparaître et que nous ici, on devient de plus en plus. Et moi, je savais pas quoi faire avec mes patrons. Denis Ross là-dessus. Non, moi, je savais pas où me mettre. J'avais Denis Ross, mes patrons américains qui sont à côté de moi et qui entendent ce genre de choses. Je sais pas quoi faire. C'est pas notre langage. On dit la même chose, mais pas sous une forme comme ça. On a l'habitude de le dire avec un mode plus pseudo-réfléchi. Mais bon, oui, on vit un miracle exceptionnel, on vit une période exceptionnelle, et d'ici 5 ans, ça sera encore plus dur de venir en Israël. Si je devais terminer sur un phrase sur l'Aliyah, et d'ici 10 ans encore plus dur, vu que le PNB israélien par habitant dépasse celui de la France et de l'Angleterre, et que ça va continuer, ça va être de plus en plus dur. Donc celui qui peut venir, qui vienne, qui se prépare bien, c'est difficile, personne ne nous attend, on vient ici pour soi-même. Nous, on a eu beaucoup de chance, on est venu avant que ce soit difficile, on est venu, puis on était jeunes, etc. Mais envoyez vos enfants, venez quand vous pouvez. Ici se passe la chose les plus importantes. Mettre fin à 2000 ans d'errance, c'est quand même une expérience, une aventure humaine la plus importante, la plus incroyable qu'on a jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Formidable appel. Juste, je voudrais vous faire rebondir cette dernière question, parce qu'on arrive au terme du temps qui nous est imparti. Mais si déjà il fut difficile, et il est encore difficile de fixer des critères pour définir qui est juif, là vous me parlez d'un sujet qui est une boîte de Pandore considérable, parce que fixer des critères pour des millions de personnes qui veulent revenir au judaïsme et qui forcément, dont une bonne partie regardera vers Israël, ça paraît un défi incommensurable. Ouais, bon, c'est notre travail. C'est pour ça qu'on est là, quoi. C'est ce que disait Bougie. Voilà, il y a le Rav Dov qui est capable de faire ce genre de choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'est un métier un peu particulier, la stratégie. Mais la stratégie, c'est bien pour penser là où on n'a pas d'outils. Donc oui, il y a ce qu'on appelle chez nous la green card avec une Magen David. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aimeraient bien venir en Israël. Voilà. Donc bon, alors au fur et à mesure, plus Israël va devenir attractif, plus il y aura de gens qui vont vouloir venir. Et nous, est-ce qu'on va fermer les portes ? Est-ce qu'on va faire des aliyas sélectives ? Est-ce qu'on va faire essayer de penser des projets Il faut penser, parce que le peuple juif, si on était 100 millions, voilà, je pense que c'est un élément que je voudrais donner. On voit bien que la Chine occupe le Tibet d'une manière un peu plus violente que ce qu'on fait, nous, à Ramallah. D'accord ? C'est très clair, tout le monde le sait. D'accord ? Tous les gens de bonne foi, en tout cas. Maintenant, personne ne dit rien à la Chine. Personne ne critique la Chine et continue à acheter des iPhones et ne boycotte la Chine, même si c'est fait par des enfants de 5 ans. Parce qu'ils sont pas... Parce que comme on dit en français, il avait raison, mais comme il était seul, il avait tort. Voilà. Donc si on était 100 millions, peut-être qu'on serait... 50, voilà, pour être 100 millions, il faut d'abord passer par 50. Et donc, si on était 100 millions, peut-être qu'on serait dans une autre place. Alors maintenant, il y a toutes sortes. Ce qu'il faut comprendre, c'est une boîte de Pandore, c'est une pente savonneuse. C'est tellement terrible que tous les gens dans mon travail sont absolument horrifiés qu'on fasse ce genre de projet. Ils ont super peur. Tout le monde a super peur. Donc on est tous, et même, on le fait tous à contre-cœur. Même la communauté du Brésil fait à contre-cœur, mais ils n'ont pas le choix parce que si on les accepte pas, ils risquent de définir eux-mêmes comme juifs, vous comprenez ? Et aller voir le patron, et on a déjà eu ce genre de scénario dans l'histoire du peuple juif, donc il est parfois préférable d'accueillir ça. Et je terminerai sur une petite histoire. Quand j'ai reçu votre message, j'étais parti en France pour une yeshiva qui se considère pas du tout sioniste, s'appelle les yeshivit des étudiants à Paris, de Gérard Gizek, Rav Gérard Gizek, qui se trouve être un Mechoutan à moi, donc son fils est marié avec une de mes filles, un de ses fils est marié avec une de mes filles, et il m'a demandé... Il m'a dit, voilà, Dov, j'aimerais que tu viennes parce que on a de plus en plus dans notre yeshiva de gens de 3e, 4e génération qui viennent étudier à l'yeshiva, qui se font circoncire, qui sont juifs par la mère et qui n'en peuvent plus. Et je les ai vus. Tout le dîner de gala où je suis venu parler à côté du grand rabbin Chaim Korshia,
Je leur ai écouté le phénomène au niveau global et au niveau gouvernemental israélien, comment on regarde ce phénomène, comme un phénomène qui va que s'agrandir. C'est que le début. C'est-à-dire là, on en parle aujourd'hui, mais sachez que c'est un phénomène qu'on va commencer à voir partout dans le monde, de gens, parce que avec Internet, on choisit sa propre identité, sa religion. 40% des Américains ont changé de religion. On est dans un nouveau modèle. La religion, c'est une question de choix, et le judaïsme n'est pas forcément moins intéressant que le christianisme ou l'islam, comme chacun peut comprendre. Moi, j'en suis convaincu, en tout cas. Et donc, on a de bonnes raisons pour qu'il y ait énormément de gens qui vont s'intéresser au judaïsme, et il va falloir qu'on pense une stratégie, parce que sinon, on va être embêté. On va être un peu embêté, et voilà, donc ce projet Reconnexion, c'est un projet fantastique. Donc j'envoie un message immédiatement à Gérard Juzek. Suite au succès du gala de la yeshiva des étudiants, l'expérience israélienne a décidé de lancer un projet qui s'inscrit exactement dans ce... C'est-à-dire que oui, il s'agit d'un mouvement de fond. Il s'agit ce que fait Reconnexion, et je l'ai vu à Bordeaux il y a 2 mois, avec tous les descendants de Maran qui viennent de partout, qui s'intéressent au judaïsme. Alors là, il s'agit de faire peut-être ce qu'on peut appeler les amis du peuple juif. Je donne déjà une piste pour que les gens voient à peu près vers quoi je me dirige. C'est plutôt, on leur fera des programmes de 6 mois comme Massa, et à la fin, ils auront un diplôme. Vous êtes membre des Amis du peuple juif, ou des Bnei Noach, ou toutes sortes de situations. Vous êtes... Nous, ce qu'on a besoin, c'est que vous deveniez notre chauffard. Vous soyez notre porte-parole auprès des nations. Vous nous aidez dans nos projets qu'on essaye de faire partir. Le monde un peu moins cruel, le projet du Sinaï, qu'on lit cette semaine dans la Torah. Et voilà, on voudrait faire passer la voix du Sinaï dans l'humanité. Et on aura peut-être des comptes à rendre si on n'arrive pas à passer le message de la Torah et le message divin à toute l'humanité. Donc, il se passe peut-être une période où nous vivons un moment historique. Ouais, c'est ce que disait Rav Pérez, avec ses mots à lui et sa candeur positive. C'est un fait qu'on vit une période exceptionnelle. Voilà, Bougie Herzog qui répond à mon papier, History in the making. Nous sommes l'histoire en marche. Voilà. Merci de nous avoir écoutés, s'être remplis de toute cette force et de cette dynamique qui nous dépasse complètement, mais qui est quand même gérée par des gens sérieux comme Dov. Merci, à la semaine prochaine.